me demandais même si la Terre avait cessé de tourner en Europe, tellement la DMA qui vient d'entrer là, en fonction semble bouleverser votre continent. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, bienvenue à l'écoute de Monde Numérique, l'émission 100% Tech, chaque samedi sur toutes les plateformes de podcast. Mais oui, que se passe-t-il en Europe avec le DMA qui vient d'entrer en vigueur? Eh bien, on vous dira tout avec Bruno Guglielminetti sur ce nouveau règlement européen qui va nous changer la vie. Avant cela, on va revenir sur l'amende record infligée à Apple par l'Union européenne, presque 2 milliards d'euros. Lisa de Bernard nous dira tout. On va parler aussi des pannes en série sur les grandes plateformes, Meta, LinkedIn, et même le réseau social de Donald Trump. On évoquera aussi une mauvaise nouvelle pour les amateurs de musique, la hausse des tarifs de Spotify en France. L'innovation de la semaine, c'est un casque de vélo connecté. Et puis, dans la deuxième partie de cette émission, les interviews de la semaine, on va parler d'informatique quantique qui menace la sécurité de tous nos systèmes informatiques. Explication avec un responsable du groupe français Atos. On ira aussi au Canada pour découvrir un nouveau data center français en partie dédié au quantique. Enfin, si vous utilisez des outils d'intelligence artificielle pour créer du contenu, attention aux problèmes de droit d'auteur. On plonge dans ce gros dossier avec une avocate experte du secteur. Monde numérique, Jérôme Colombin. Bienvenue dans Monde Numérique, l'hebdo du 9 mars 2024. Je suis ravi de vous retrouver. Monde Numérique, l'hebdo, c'est une vraie émission 100% tech chaque samedi, 50 minutes de news et d'interviews. Les autres jours de la semaine aussi sur le fil du podcast Monde Numérique, des interviews en long format, des éditos, des bonus. Tout cela, c'est disponible sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et même sur vos assistants vocaux. Merci à ceux qui m'ont envoyé des messages cette semaine sur Apple Podcast, notamment Félix, qui me dit que l'émission lui rappelle Science et Vie Micro. Eh bien écoutez, tant mieux Félix. Ou encore Ami Apple, c'est son pseudo, qui parle d'un excellent podcast qui traite de sujets variés. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et Monde Numérique fait partie de son top 3. C'est super. Monde Numérique, c'est aussi un site, mondenumérique.info, et une newsletter. Vous pouvez vous abonner pour recevoir dans votre boîte mail des versions écrites des interviews et des résumés de l'actu. L'actu de la semaine. L'actu de la semaine, c'est avec Lisa de Bernard. Salut Lisa. Salut Jérôme. Et alors Lisa, je suis très heureux parce que c'est un anniversaire aujourd'hui. Dis donc, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Eh oui, 1 an, ça se fête, hein. On va déboucher le champagne. 1 an qu'on te retrouve chaque samedi dans l'hebdo de Monde Numérique pour le tour d'horizon de l'actualité. Écoute, j'en suis ravi. Hein. Voilà, j'espère que ça se passe bien pour toi. Tu restes avec nous ? Ah, j'hésite. C'est terrible de travailler avec toi, Jérôme. Bon, en tout cas, oui, c'est ce qu'on dit. Et en tout cas, cette semaine, je compte sur toi. Et on va revenir sur l'info de la semaine. C'est donc une date à retenir dans l'histoire de la régulation du numérique. 7 mars, jeudi 7 mars, le fameux DMA, le Digital Market Act, est entré en vigueur. Ce nouveau règlement européen qui va désormais régir notre vie numérique, en tout cas pour tout ce qui concerne l'usage des grandes plateformes. Alors, on en a beaucoup parlé dans tous les médias toute la semaine, mais on va refixer un petit peu les esprits. Rappelle-nous de quoi il s'agit, s'il te plaît. En quelques mots, il s'agit, comme tu le disais, d'un règlement mis en place par la Commission européenne qui s'attaque tout spécifiquement aux GAFAM et autres très grandes plateformes. Objectif, mettre fin à leur règne absolu par abus de position dominante. Au total, ce sont 22 plateformes clés qui sont visées par le DMA, parmi lesquelles TikTok, Instagram, Windows, iOS, Google, YouTube ou encore Amazon. Sur quels critères me direz-vous ? Eh bien, entre autres, sur la capitalisation boursière de ces entreprises qui dépasse les 75 milliards d'euros et le nombre d'utilisateurs finaux actifs supérieur à 45 millions. Alors on le rappelle, en cas de non-respect du règlement, les entreprises s'exposent à une amende conséquente puisqu'elles pourraient dépasser les 20% du chiffre d'affaires mondial en cas d'infraction. Voilà, donc ça c'est le contexte. Alors maintenant, quelles conséquences pratiques ? Alors on va commencer côté utilisateur puisque les changements sont d'ores et déjà visibles. Par exemple, sur Windows, il est désormais possible de désinstaller toutes les applis natives de Microsoft. Dans la même lignée, iOS, donc l'iPhone, va devoir s'ouvrir aux App Store alternatifs, mais Apple fait de la résistance et tente de dissuader les développeurs européens avec des barrières notamment financières. Autre grand changement, l'interopérabilité entre les grosses messageries comme WhatsApp et Messenger. Concrètement, il sera désormais possible d'envoyer un message à un utilisateur WhatsApp depuis Messenger et inversement. En revanche, iMessage d'Apple n'est pas concerné à ce jour car en dessous du seuil des 45 millions d'utilisateurs.
Voilà, et là, ce ne sont que quelques conséquences de l'application du DMA. Il y en a encore plein d'autres. Il y a des bonnes et des mauvaises. On pourrait en parler pendant des heures. Et d'ailleurs, écoutez, on y revient. J'y reviens dans un instant dans quelques minutes avec mon camarade Bruno Guglielminetti dans le débrief transatlantique où on s'interroge un peu sur ce qu'il y a de bon et de moins bon dans ce fameux DMA. Puisqu'on parlait d'Apple, tiens, Apple était encore dans l'actualité cette semaine avec une amende record infligée par la Commission européenne, 1,8 milliard d'euros. Motif, on n'est pas très loin de cette histoire de DMA, abus de position dominante sur le marché de la musique en ligne spécifiquement, hein, Lisa ? Oui, c'est une amende record, comme tu le disais, dont a écopé Apple, Jérôme, 1,8 milliard d'euros pour avoir imposé aux développeurs d'appli des restrictions qui les empêchent d'informer les utilisateurs d'iOS qu'il existe d'autres services d'abonnement musical moins chers et en dehors de l'application. Une entorse aux règles de l'UE en matière de pratiques anticoncurrentielles qui dure depuis plus de 10 ans. Alors, comment en est-on arrivé là ? Eh bien, c'est entre autres grâce à Spotify qui avait demandé qu'une enquête soit menée il y a 4 ans, puisque la plateforme estimait qu'Apple favorisait ses propres services musicaux, des accusations que la firme à la pomme réfute, jugeant que les consommateurs n'ont pas été lésés, tout en rappelant d'ailleurs que Spotify détient 56% du marché européen de la musique en streaming. Apple a par ailleurs fait part de son intention de faire appel. Et à propos de Spotify, justement, puisqu'on en parle, mauvaise nouvelle pour les abonnés au service premium. Ça va augmenter en France à cause de la taxe sur le streaming. Le patron de Spotify France a annoncé qu'il était obligé d'augmenter tous les tarifs. Ça avait déjà augmenté en juillet 2023, en juillet dernier, donc c'était passé de un peu moins de 10 euros à un peu moins de 11 euros. Et bien là, on va encore prendre quelques centimes ou voire quelques euros dans la tête. Et ce sera même l'abonnement le plus cher d'Europe. Cela dit, revenons à Apple avec, bizarrement après l'annonce de ou juste avant l'annonce de cette amende record, un communiqué de presse de la marque à la pomme pour annoncer, devinez quoi, un nouvel ordinateur. Si c'était pas une belle diversion, ça, on se demande ce que c'est. Donc parle-nous un peu de ce nouveau MacBook Air boosté à la puce M3. Alors, toujours plus rapide, toujours plus performant, Apple poursuit ses objectifs. 4 mois à peine après avoir annoncé l'arrivée des puces M3 sur les MacBook Pro, c'est désormais au tour des MacBook Air 13 et 15 pouces de bénéficier de cette technologie, disponible depuis hier au prix de 1 299 € et 1 599 € en 256 gigaoctets. Les nouveaux MacBook Air sont jusqu'à 13 fois plus rapides que ceux tournant sous le processeur Intel, avec à la clé des gains de performance en matière de gaming, de création de contenu et d'intelligence artificielle. Dans le détail, Apple revendique un navigateur web 2 fois plus rapide, une autonomie flirtant les 18 heures d'usage, soit 40% supérieure au modèle précédent, des améliorations graphiques significatives et surtout grâce à la connectivité Wi-Fi 6, 2 fois plus rapide donc que la génération précédente et un Neural Engine plus performant, Apple positionne ses appareils comme les ordinateurs ultra compacts les plus adaptés à l'intelligence artificielle et grand public. À noter que l'arrivée de ces nouveaux produits sur le marché signe en parallèle la fin du MacBook M1, sorti en 2020, et du processeur Apple Silicon M1, faisant du MacBook Air M2 le produit le plus abordable de la marque. Voilà, on sait tout sur la gamme Apple. Merci beaucoup, Lisa. Et juste pour finir avec l'actualité Apple, signalons aussi cette semaine une nouvelle mise à jour pour l'iPhone, c'est la mise à jour iOS 17.4. Et alors, elle est particulière parce que d'une part, elle répond aux fameuses exigences du DMA dont on parlait tout à l'heure, donc elle apporte déjà des nouveautés. Et puis elle apporte aussi quelque chose qui vous intéresse, vous qui écoutez Monde Numérique en podcast, c'est désormais la transcription intégrale des podcasts audio. Donc si vous écoutez ce podcast sur Apple Podcast, vous pouvez désormais lire la transcription automatique faite par intelligence artificielle qui permet de retrouver plus facilement des informations qui peuvent vous intéresser. Allez, on continue avec la vie des grands de la tech et avec une étonnante série de pannes cette semaine qui ont touché plusieurs plateformes. On commence par Meta, avec l'incident le plus visible mardi après-midi, des comptes Facebook et Messenger déconnectés des fils Instagram ou Threads, impossible à actualiser. Pendant près de 2 heures, c'était vraiment la pagaille du côté de Meta.
Oui, c'était tout simplement la panne la plus importante pour le groupe depuis 4 ans. Ce mardi, aux alentours de 16h, heure française, ce sont Facebook, Instagram et Thread qui ont été touchés en simultané par une série de problèmes pour un retour à la normale aux alentours de 17h45, quasi 2 heures de panne donc, qui semble avoir concerné les utilisateurs du monde entier. Sur Facebook, nombre d'entre eux se sont retrouvés automatiquement déconnectés de leur compte avec l'impossibilité de se reconnecter, même en renseignant de nouveau leur mot de passe. Sur Instagram et Thread, ce sont les fils d'actualité qui ont été touchés. Il était tout bonnement impossible de les actualiser. Et alors, question classique, que s'est-il passé ? Eh bien, déjà, ce n'était pas une cyberattaque. Cette défaillance aurait simplement été causée par un souci de gestion d'une erreur par un système automatisé. Le groupe a donc été contraint de régler ça à la manière forte en coupant le trafic de certaines bases de données. C'est souvent des histoires de mise à jour, comme ça. C'est incroyable de voir un peu la vulnérabilité parfois de ces plateformes. Alors d'autant plus que, comme je le disais, ce n'est pas la seule. Il y a eu également d'autres pannes cette semaine, Lisa. Oui, on a eu LinkedIn, le réseau professionnel, qui a également eu des ratés cette semaine pendant quelques heures, et même Truth Social, le réseau de Donald Trump, qui est tombé en panne lui aussi, pile en plein discours sur l'état de l'Union de Joe Biden. Le candidat républicain aurait pu pourtant s'en donner à cœur joie. Il avait d'ailleurs commencé à poster quelques messages acides, mais seuls quelques-uns sont passés. Les autres ont disparu dans le cyberespace sans que l'on ait aucune explication précise sur ce qui a pu se passer. Oh, mais alors si même Donald Trump est victime du mauvais génie de la tech qui lui coupe le sifflet, rien ne va plus. Et on termine par un nouvel épisode des aventures d'Elon Musk. Le patron de X, cette semaine, a ouvert les hostilités contre l'ancienne entreprise qu'il avait co-créée, OpenAI, en annonçant une plainte contre OpenAI et dirigée notamment contre Sam Altman, avec lequel, on le sait, Musk est plus ou moins à couteau tiré. Oui, on l'oublie souvent, Jérôme, mais Musk est l'un des fondateurs d'OpenAI, l'entreprise derrière ChatGPT, et même s'il a quitté l'aventure depuis longtemps, il ne peut tolérer de voir son bébé filer tout droit vers un avenir différent de celui qu'il avait imaginé pour lui. Et c'est là le nœud du conflit qui oppose les deux hommes, puisque Musk estime qu'il y a une rupture de contrat vis-à-vis des ambitions initiales d'OpenAI, faute notamment au contrat signé récemment entre OpenAI et Microsoft et le spectre du développement d'une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une IA en mesure d'apprendre et d'effectuer quasi les mêmes tâches qu'un homme, qu'il juge dangereuse pour l'humanité. Ouais, cette histoire de l'IA dangereuse pour l'humanité, ça fait quand même un peu argument en marketing. On sent que c'est des grandes phrases qu'ils se balancent les uns les autres. On a surtout l'impression que Musk essaye par tous les moyens de ralentir l'avancée de ChatGPT, qui est beaucoup plus loin dans son développement que son IA à lui, le fameux Grok. Alors, cela dit, c'est pas tout, puisque d'un côté, Elon Musk attaque OpenAI, mais il s'est pris un retour de flamme, si on peut dire, en pleine figure, qui émane cette fois de la part des dirigeants de X. On se rappelle la prise de pouvoir de X par Musk qui était un peu mouvementée. Et ben là, ça y est, c'est le renvoi d'ascenseur. Oui, avec Parag Agrawal, l'ex-patron de la plateforme, Ned Segal, le directeur financier, Vijaya Gadde et Sean Edgett, les directeurs juridiques et légaux de la firme. On a 4 hommes qui ont été licenciés par Musk pour négligence grave et faute intentionnelle lors du rachat de X, encore baptisé Twitter en juillet 2023. Des licenciements que les anciens employés contestent aujourd'hui puisqu'ils estiment que les motifs invoqués n'étaient qu'une manière pour Elon Musk de ne pas leur verser leurs indemnités de départ. Les 4 hommes réclament désormais 128 millions de dollars de réparation. Pour l'heure, les avocats du patron de X n'ont pas réagi à cette annonce. Bon, pas sûr, on verra jusqu'où iront ces différentes actions judiciaires. Pas sûr que ça aille très très loin en fait. Merci beaucoup Lisa de Bernard. Écoute, pour toutes ces mauvaises nouvelles, c'était super. On a parfois un peu l'impression que la tech devient de plus en plus tristouille. On regrette presque les belles années où on ne faisait que s'extasier sur toutes les innovations technologiques diverses et variées. Maintenant, c'est que des problèmes. Mais écoute, je suis un peu toutes les annonces sur l'IA qu'il y a eu ces derniers temps, c'était chouette. C'est vrai. Il y a ça, tu as raison. Merci de me remettre dans le droit chemin. Bravo. Merci beaucoup, Lisa. Allez, je te libère et je te dis à la semaine prochaine. Salut. Salut, Jérôme. Et tout de suite, on traverse l'Atlantique. On va aller frapper à la porte de mon camarade Bruno. Le débrief transatlantique. Et bonjour, Bruno Guglielminetti. Et bonjour, Jérôme Colombard. Je fais incursion comme ça, irruption dans ton podcast et tu fais irruption dans le mien comme chaque semaine pour ce débrief. Mais je te rassure, j'avais quand même prévenu à mes auditeurs que tu arrivais là. Tant mieux, donc ils sont pas trop surpris. Comment vont tes chats, Bruno ?
Ils vont très bien. Je suis content que tu me parles de GPS et GPT. C'est GPS vraiment et leur nom, hein? GPT. C'est Ouais. incroyable. Et parce que tu les as entendus la semaine Oui, dernière. Ouais, et puis c'est important d'expliquer que c'est pas des bruits dans la tête des auditeurs, c'est pas des bruits autour d'eux, ouais. mais c'est que moi je produis dans mon environnement. Alors Il j'ai y a une tout. Voilà. installation, j'ai mon studio et les chats se promènent librement. Exactement. Et c'est particulièrement GPS qui Qui est bruyant. cherche toujours les temps de parole, cherche d'attirer mon attention. Alors elle se met Ah, d'accord. à parler Heureusement un que tu petit les as peu. pas appelés Siri et Alexa, parce que Non, ça non, serait, ben non, quand ça même. serait un peu confusant. Bon, alors, écoute, je sais Mais pas. peut-être le troisième et quatrième, je sais pas. Très bien. C'est une bonne Je ne idée. sais pas si on va entendre tes chats cette semaine. On verra bien. On verra bien. De quoi parlons-nous cette semaine, mon cher Bruno? Ben, Jérôme, j'avais tellement hâte de te parler parce que je me demandais cette semaine qu'est-ce qui se passe en Europe. Comment ça, qu'est-ce qui Je se me passe? demandais même si la Terre avait cessé de tourner en Europe, tellement la DMA qui vient d'entrer là en fonction Ouais. semble bouleverser votre continent. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se vit au quotidien? Ah, bah oui, on en parle beaucoup de ce DMA, le Digital Market Act. Effectivement, c'est donc ce règlement de l'Union européenne qui tord le bras aux géants de la tech. Voilà, si tu as un service numérique avec plus de 45 millions d'utilisateurs, eh bien, paf, tu tombes sous le coup du DMA, cher ami, et tu ne peux plus faire n'importe quoi sur notre beau continent. Voilà, donc en fait, ça a déjà commencé, parce que Apple, Google, Microsoft ont déjà mis à jour leur système. Sur l'iPhone, par exemple, la dernière version, la 17.4, il y a des petits changements. On est obligé de choisir son navigateur. On n'utilise plus par défaut le navigateur Safari. Ça rappelle ce qui était arrivé à l'époque avec Microsoft. Ah bah complètement. Le ballot screen de Exactement, Microsoft. Ouais, tout à fait. Mais alors, si tu veux, bon, c'est vrai que c'est un événement important. Tout l'écosystème en parle. Alors, important, en même temps, c'est pas grand public. C'est intéressant, d'ailleurs, BFM Business a fait faire un sondage pour savoir ce que les gens pensaient du DMA. Autant te dire que pour le commun des mortels, ça n'existe pas. Je veux dire, personne n'est au courant de ça. Il y a que les gens comme toi et moi et les chats qui parlent de ça. Mais voilà, mais c'est quand même très gros dans l'écosystème tech européen et français en tout cas. Oui, mais pratico-pratique, je regardais ça, moi, cette semaine sur les réseaux sociaux, et il y avait des gens, par exemple, qui se mettaient à chercher Google Maps. Ils le trouvaient plus. Oui, parce que, alors il y a encore, bien sûr, on n'a pas supprimé Google Maps, on l'a pas banni du territoire du cyberespace européen, mais le truc, c'est qu'il est plus complètement intégré de manière aussi simple à Google, puisque le but du jeu, c'est de remettre un peu de concurrence dans tout ça et éviter les situations un peu monopolistiques. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, quand tu tapes une adresse dans Google, il y a encore la map, enfin aux dernières nouvelles, elle y était, mais elle n'est pas cliquable. Donc on a perdu des fonctionnalités, en fait. Il y a plein de choses comme ça. Google Flight aussi, le comparateur de vol, mais qui avait déjà un peu baissé, il me semblait. Ouais. Quand on faisait une recherche, il était un peu moins visible. Là, il est carrément, je crois qu'il faut vraiment aller le chercher, aller se connecter à Google Flights pour l'utiliser. Voilà. Alors après, maintenant, le truc, c'est que moi, franchement, je suis, pas sceptique, mais d'un côté, si tu veux, on est très très heureux d'avoir ça parce qu'on se dit, ça va remettre un peu d'ordre, ça devrait faire du bien, notamment aux entreprises européennes et aux acteurs plus petits qui ne se feront pas étouffer par les géants. Mais le problème, c'est qu'il y a des retours de flamme. Et moi, je fais un édito dans mon podcast cette semaine pour expliquer qu'il y avait un gros paradoxe. On va mettre plus de concurrence, d'accord, mais il faut pas perdre de vue que l'utilisateur, il va être perdant pour certaines choses. Et en tout cas, à court terme, on va perdre des tas de choses, on va perdre des services intégrés, on va perdre de la fluidité. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est pas normal que ce soit Google qui fasse tout. Certes, en effet, mais il le fait tellement bien, il faut reconnaître que on aime être pieds et poings liés. Donc voilà, c'est un peu ce côté-là qui est un petit peu dérangeant. C'est tout le volet de la fluidité et de la transparence de l'utilisation. Exactement, voilà. Mais c'est une vieille histoire. Toi et moi, on la connaît depuis longtemps parce que tu parlais de Microsoft et il s'était passé la même chose avec Microsoft. Quand Windows était, on va dire, encore plus dominant, enfin, il l'est encore, mais c'était plus simple d'avoir tous les services directement intégrés.
plutôt que d'aller devoir les chercher à droite à gauche. Et puis en plus, il y a un paradoxe, c'est que là, tiens, pas plus tard que sitôt le DMA entrait en service, eh bien, ce sont les hôteliers français qui ont commencé à se plaindre en disant « Mais attendez, les amis, on a un gros problème. On a un gros souci, c'est que nous, on est complètement descendu dans le classement. Ok, ils ont enlevé le service de réservation d'hôtel de Google, mais à la place, ils mettent Booking, ils mettent toutes les grosses plateformes, et les artisans eux-mêmes, les commerçants, ils sont en dessous du radar, donc ils sont perdants. C'est l'arroseur arrosé, voilà, ils se font avoir. C'est un peu ça le problème qu'on a chez nous avec les règlements, si tu veux. Hein. Voilà. Ah, c'est pas fait. Puis il y a aussi toute l'histoire autour de les boutiques tiers chez Apple. Ça, c'est pas réglé? Non, les apps tiers, les services, ouais, bien sûr. Ben là, on va voir ce qui va se passer. Enfin, Apple a pas vraiment joué le jeu. Hein. Apple a tout fait pour. Apple est Apple. Apple est Apple. Alors c'est étonnant parce que quand même, on a vraiment l'impression qu'ils ont été ébranlés tout d'un coup. Ils sont pas habitués à ça, hein, à ce qu'on leur torde le bras et leur dit non, c'est pas comme ça qu'on joue chez nous. Ça, tu peux le faire ailleurs, mais tu viens pas le faire chez nous. Et donc, voilà, il va y avoir bientôt des concurrents de l'App Store où on pourra télécharger des applications. Cela dit, il y en a qui attendent ça avec impatience, hein, Epic Games ou encore... Ben oui, c'est intéressant, ça. Ouais, et puis, ils ont dit, on va rentrer par l'autre porte. Et là, t'as Apple qui dit, non, vous rentrez pas chez nous. Ah non, mais c'est un bras de fer incroyable. Et il n'y a pas un gentil, un méchant. Chacun défend ses intérêts. Donc, c'est complexe comme situation. Ben, quand même. En tout cas, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Puis, moi aussi. J'ai bien l'impression, comme toi, que dans le fond, ceux qui vont y perdre, c'est les utilisateurs et c'est les petites entreprises. Et oui. Alors ils n'ont pas les moyens. Ouais. Mais même en termes d'expérience utilisateur, tu sais, nous, on a introduit l'histoire du consentement pour les cookies, etc. Mais on passe notre temps, quand on va sur Internet, à cliquer sur des oui, des non, des trucs. C'est insupportable. Jérôme, je la vois la différence quand moi, de temps en temps, je mets un VPN pour donner l'impression à des sites que je suis français. Ouais. Et là, j'ai des séries de demandes de permission qui apparaissent. Et c'est comme ça que je me souviens que, oui, c'est vrai, le VPN français est enclenché, parce que sinon, moi, c'est tranquille. Hein, toi, c'est tranquille. Je me fais pas harceler pour systématiquement demander mes permissions. Mais ça, c'est une vraie conséquence aussi du DMA et aussi du DSA et aussi du RGPD qui était avant. C'est que l'Internet européen ne va plus ressembler de moins en moins à l'Internet du reste du monde. Vous vouliez être souverain sur votre continent, voilà, vous. Voilà, comme tu dis. Ouais. Bon, sinon, de quoi parles-tu cette semaine, Bruno, dans ton émission, dès qu'on aura raccroché? Cette semaine, je parle avec quelqu'un que tu connais très bien, qui s'appelle Rafi Aladjian. Ah bah oui, bien sûr, Rafi Aladjian. Ouais. Ah oui. Toi, tu l'avais interviewé sur son bouquin. Ouais. Alors moi, je prends le prétexte un vieux de la vieille d'Internet. Ben oui. Donc, je prends le prétexte de la sortie de son bouquin pour lui parler d'autre chose, mais il a joué le jeu. Alors, ça, c'est intéressant. Je parle d'intelligence artificielle, moi aussi, avec Audrey Thibodeau-Poulain, mais dans le contexte de l'assurance. Ça fait longtemps que l'assurance utilise des algorithmes pour faire de l'analyse, pour évaluer des cas. Là, l'intelligence artificielle arrive et on s'en va vers la personnalisation de l'assurance encore plus pointue. Et puis, je parle avec l'autrice d'un nouveau bouquin qui s'intéresse aux adolescents et à leur utilisation des réseaux sociaux. C'est Emmanuelle Parent. Et ce bouquin-là, en tout cas, la discussion que j'ai eue avec elle, c'est particulièrement intéressant parce que, dans le fond, elle me fait réaliser que, tu sais, nos parents, ils avaient eu de la difficulté avec leurs parents parce qu'ils écoutaient du rock'n'roll. Ouais. Et puis nous, on a eu de la difficulté parce qu'on passait trop de temps devant la télé. Et puis là, les jeunes ont de la difficulté avec leurs parents. Pour les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est fascinant parce qu'on prend un pas de recul par rapport aux jeunes et leur utilisation des réseaux sociaux. Elle a fait de nombreuses entrevues avec des jeunes et puis elle met ça en perspective. C'est vraiment intéressant. Donc, elle dédramatise un peu, alors. Oui, tout en étant consciente que dans certains cas, c'est problématique, mais c'est aussi une question de génération. Et quand on prend ce pas de recul par rapport à ça, ça fait du bien. Écoute, c'est passionnant et certainement, je n'en doute pas. Et donc, j'invite mes auditeurs à aller jeter une oreille du côté de ton podcast dès qu'ils auront terminé l'écoute de Monde Numérique. Et puis, Jérôme, je voulais te féliciter pour ta dernière initiative. Maintenant, on peut écouter ton podcast directement sur X. C'est pas rien.
Comme il est taquin. Oui, ça suffit. Je t'ai piqué l'idée. Et de temps Non, en mais temps, je poste c'est quand des même épisodes. intéressant. Mais oui, c'est vrai que c'est pas mal. Je pense que pour des épisodes courts, notamment, ça peut être intéressant. Même des longs, hein. Je regardais les statistiques, là, et il y a pas mal de gens qui ont écouté. Ouais. Sinon, qui sont revenus, là, parce qu'on peut avoir les chiffres des écoutes uniques, mais aussi des écoutes qui sont répétitives. Alors, je pense que ça peut plaire à une certaine catégorie. Il se passe plein de choses dans le podcast, comme notamment la transcription automatique maintenant sur Apple Oui. Podcast, qui est pas mal du tout aussi. Hein. Est-ce que tu étais voir la tienne? Oui, je suis allé voir et bon, c'est correct. Écoute, c'est propre, c'est assez fidèle, je trouve. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire de la recherche à l'intérieur des podcasts. Et ça, je pensais aux gens qui sont en communication, qui se demandent toujours à quel moment on a parlé d'eux ou de leur entreprise. Là, ils vont être ravis parce qu'ils vont pouvoir aller chercher dans nos podcasts et trouver les mentions de leurs produits. Il y a déjà, et je crois que toi aussi, les chapitres, toute l'émission est chapitrée. C'est d'ailleurs fait de manière automatique par intelligence artificielle. Et donc, on peut se repérer quand même aussi facilement. C'est une autre manière de naviguer dans l'écoute du podcast. C'est beau ces mots-là, hein? Chapitrage, chapitré, chapitron. Oui, écoute, c'est magnifique. Je vais te laisser à tes pensées, mon cher Bruno. Merci. Et puis moi, je salue tes auditeurs et je les laisse poursuivre leur écoute. Tout pareil de mon côté, je te dis à la semaine prochaine. Salut. L'innovation de la semaine. Et avant de passer aux interviews de la semaine, on va jeter un coup d'œil sur une innovation, plutôt sur un produit d'un genre un peu particulier. Je voudrais vous parler de vélo cette semaine. Oui, parce que le vélo, mine de rien, eh bien, c'est aujourd'hui devenu quelque chose de très technique, bourré de technologie. Alors, non seulement les vélos eux-mêmes, mais également les équipements qu'on peut utiliser avec le vélo. J'avoue que personnellement, moi, je suis cycliste, même si je suis un cycliste gentil, hein, celui qui s'arrête au feu, qui respecte les piétons, qui respecte les voitures aussi, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Je suis pas du genre intégriste du vélo, hein, pas du tout. Le vélo, c'est pas pour tout le monde, c'est pas en toute situation, et ça sauvera pas le monde. Mais c'est vrai que c'est agréable, notamment en ville maintenant, avec de nombreux équipements qui ont été faits, des pistes cyclables, etc., qui sont quand même assez appréciables. Donc, si vous êtes cycliste également, vous utilisez peut-être un casque de vélo, utile également pour les trottinettes d'ailleurs. Et dans les casques, eh bien, il y a aussi pas mal de technologies. Et j'ai eu l'occasion de tester récemment un produit plutôt pas mal d'une start-up française. La société s'appelle Gamel Helmets et le casque s'appelle Remarkable. Eh bien, ce Remarkable, il est intéressant. C'est donc un casque avec un éclairage avant et arrière. Jusque-là, rien de très original, mais il a aussi une petite couche de technologie assez sympa. Premièrement, il a un détecteur de freinage. Et donc, quand on ralentit, eh bien, un peu comme une voiture ou une moto, ça nous fait un feu stop qui s'allume en rouge à l'arrière du casque. Mais surtout, il a des clignotants intégrés qui s'activent non pas avec une télécommande, comme c'est souvent le cas avec ce genre de casque. La télécommande, parfois en Bluetooth, on perd la connexion, etc. Il faut qu'il y ait des piles et compagnie. Là, eh bien, ça s'active avec des mouvements de tête, tout simplement. Donc, il suffit de hocher la tête à gauche pour allumer le clignotant de gauche, et pareil pour la droite. Et ça marche plutôt pas mal. C'est très pratique. Donc, l'avantage, c'est que c'est facile à utiliser. Il n'y a pas d'appli, pas de télécommande, je l'ai dit. Ça répond plutôt bien, même s'il arrive qu'il faille s'y reprendre à 2 fois quand le mouvement n'est pas détecté du premier coup. Ce qui est bien fait aussi, c'est que comme on a le casque sur la tête, on ne voit pas si on a bien déclenché le clignotant. Et bien là, il y a un bip sonore qui indique qu'on l'a mis en route. Ça dure 8 secondes. Et ensuite, il y a un double bip sonore qui indique que la lumière, enfin le clignotant, s'éteint. Alors, c'est un élément de sécurité qui est plutôt appréciable, je trouve, notamment en ville, même si, à mon avis, les automobilistes ne sont pas forcément encore habitués à voir des cyclistes avec des vélos avec des clignotants et encore plus au niveau du casque. Donc, dans certains cas, il vaut mieux quand même également faire signe avec la main. En tout cas, ce Remarkable de Gamel Helmets est plutôt pas mal. D'abord, il est de bonne qualité, très agréable à porter, très léger et très simple donc, puisqu'il n'y a pas d'appli, pas de télécommande, etc. L'autonomie dure environ 1 semaine.
Un peu cher, toutefois, 249 €. J'avais déjà eu l'occasion dans le passé de tester un autre système comme ça, d'une start-up française également qui s'appelle Cosmo Connected et qui était en fait un phare qu'on pouvait ajouter à n'importe quel casque. Donc pratique aussi si on ne veut pas changer vraiment de casque. Mais là, il n'y avait pas de lumière à l'avant et il y avait une petite télécommande séparée. On trouve aussi plein de modèles sur Amazon, etc. de casques connectés. Mais si vous vous penchez sur la question, comparez bien les avantages, les inconvénients de chacun. Alors j'ai aussi un casque que j'utilise de temps en temps, que j'aime bien, qui est de marque Sena et qui a un gros avantage, c'est qu'il a une radio intégrée. Alors radio FM d'une part, même si le son n'est pas super bon, mais surtout une radio, un talkie-walkie qui permet de communiquer avec un autre casque de la même marque. Donc si on va faire du vélo avec quelqu'un, eh bien on peut rester connecté comme ça et même à 10 ou 15 mètres l'un de l'autre, se parler comme si on était côte à côte, ça marche super bien. Voilà, pour les casques connectés de vélo, il y aurait de quoi faire une thèse, mais on va s'arrêter là pour l'instant. Mais j'avais envie de vous faire un petit focus sur ce type d'innovation et de produits technologiques particuliers qui peut rendre vraiment des services intéressants. Monde numérique, le meilleur de la tech. Et on va passer aux interviews de la semaine de Monde Numérique tout de suite. Les interviews qui vont suivre sont proposées en version intégrale si vous écoutez Monde Numérique Premium sur Apple Podcast. Sinon, vous pourrez les retrouver en version intégrale et en épisode séparé la semaine prochaine sur le fil du podcast Monde Numérique. Alors, on va parler du sujet de l'IA face aux droits d'auteur, sujet qui vous intéressera notamment si vous travaillez avec des outils d'IA générative. Mais avant cela, parlons d'informatique quantique. Le quantique, la prochaine révolution technologique, celle du prochain millénaire probablement, et qui est déjà un peu une réalité. Exemple avec la société française Exaion, filiale d'EDF, qui vient de mettre en service un data center pour l'hybridation quantique. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, notre invité va tout nous expliquer. Ça se passe à Sherbrooke, au Canada. C'est pour faire du HPC, du High Performance Computing, en français du calcul haute performance. C'est une première mondiale, ce data center, notamment parce qu'il s'agit d'un data center éco-responsable. L'interview que vous allez écouter vous est proposée en partenariat avec le groupe EDF dans le cadre de notre série Objectif 2050. Bonjour Fatih Balieli. Bonjour Jérôme. Vous êtes CEO de Exaion. Exaion qui est spécialiste de la puissance informatique, le cloud, dans une optique éco-responsable grâce à la technologie. Le quantique, c'est aussi un gouffre énergétique ? Non, pas du tout. Pas du tout. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, au contraire, les technologies quantiques, les ordinateurs quantiques, aujourd'hui, consomment beaucoup moins d'électricité que les supercalculateurs ou les serveurs historiques. C'est vrai qu'automatiquement, on se dit, si ça calcule beaucoup plus vite, c'est que ça consomme beaucoup plus d'énergie. C'est la logique qu'on a aujourd'hui sur les cartes graphiques. Sur l'IA, par exemple, si on veut calculer beaucoup plus vite, paralléliser beaucoup plus de calculs, il faut les dernières cartes graphiques, sauf qu'elles sont hyper énergivores. Ça, c'est vrai dans un monde où on utilise l'ordinateur classique, c'est-à-dire binaire, où on a un enchaînement de 0 et de 1, ce qui démultiplie en fait le nombre de calculs et la puissance nécessaire pour ça. Dans une logique quantique, on n'est plus dans une logique où on enchaîne des 0 et des 1, on est dans une logique où les 0 et les 1 se superposent les uns aux autres. Où en fait, il y a les deux états qui existent à l'instant T, simultanément. Donc ça permet de diviser grandement aussi la puissance de calcul qui est nécessaire, parce qu'en fait, c'est des interpositions d'états qui avant étaient séparés et qui là se trouvent et existent au même moment, au même instant, et qui permettent de faire tourner des calculs avec une approche différente. Donc c'est du quantique dans le cloud, ce qui est déjà assez original. Ils servent à quoi ces calculs ils sont utilisés par qui aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, l'ordinateur quantique, le premier qu'on a activé, se trouve à Sherbrooke. Lui, il est mis à disposition du tissu économique et industriel sherbrookeois et plus largement du Québec. Et les entreprises qui sont aujourd'hui amenées à utiliser cette machine vont pas l'utiliser en tant qu'ordinateur en stand-alone, mais plutôt en l'hybridant avec des cartes graphiques et avec des supercalculateurs dans des situations où 99% du temps, les calculs vont tourner sur les cartes graphiques ou sur les supercalculateurs, mais dans des cas hyper précis, sur une boucle de calcul très précise, l'ordinateur quantique va venir accélérer
booster cette boucle de calcul par rapport à l'état où il aurait été entraîné sur un ordinateur classique. C'est vraiment très précis. C'est certaines boucles de calcul hyper bien définies qui sont accélérées sur les ordinateurs quantiques. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'il faut voir aujourd'hui l'ordinateur quantique. Je pense qu'un ordinateur quantique qui tourne en stand-alone, c'est pour dans plusieurs décennies. Les cas d'usage qui vont se mettre en place sur les ordinateurs quantiques dans les 10 prochaines années, ça va être, entre guillemets, du booster HPC ou du booster graphique, plus que de l'ordinateur quantique en stand-alone. En complément, en fait. C'est du complément. Ouais, d'accord. Et ça peut être utilisé aussi pour l'intelligence artificielle ou pas du tout? Oui, ça peut être utilisé pour l'intelligence artificielle demain. Ça peut être utilisé dans l'industrie de la cybersécurité. Ça peut être utilisé dans tous les cas d'usage où on a besoin de modéliser. Alors, ça peut être plein de choses. Alors, moi, l'exemple que j'aime bien prendre, c'est celui du secteur automobile. Historiquement, quand on voulait mettre sur le marché un nouveau modèle, on prenait la carcasse d'une voiture de ce nouveau modèle, on les mettait en dessoufflerie, on projetait les voitures contre un mur, et puis ensuite, on regardait la déformation des matériaux, la résistance des matériaux, le design de la voiture, comment l'air s'était déplacé autour de la du véhicule pour analyser le design du véhicule, etc., etc. Ça coûtait très cher, ça prenait beaucoup de temps. Et puis en plus, il fallait projeter pas mal de voitures sur un mur pour tester tous les différents scénarios. Là, aujourd'hui, tout ça se fait par ordinateur. Ça permet, d'économiser de la carcasse. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, beaucoup plus profond dans les modèles. Ça permet de réduire les coûts fortement. Et ça permet de réduire très significativement le time to market de ces produits. On parle de quelques mois à quelques années selon la complexité des modèles. Et ça, typiquement, c'est quelque chose qu'on peut accélérer encore plus demain sur des ordinateurs quantiques. Grâce aux jumeaux numériques. Dans la médecine, grâce aux jumeaux numériques. Dans la médecine, par exemple, pour analyser exactement le comportement d'une molécule médicale, la réaction des cellules humaines, etc., etc. On a eu un cas il y a 2-3 ans, quand on a réussi à mettre sur le marché le vaccin anti-Covid en quelques mois, là où, il y a de ça 10 ans, il nous aurait fallu des années pour mettre en place ce vaccin-là. Et je pense qu'avec les HPC, les ordinateurs quantiques, etc., demain, on sera capable de mettre sur le marché des vaccins encore plus vite. Parce qu'on arrivera, en un instant très réduit, à tester des milliards de scénarios. Merci Fatih Balieli, CEO de la société Exaion. Alors si le quantique est plein de promesses, eh bien il pose aussi déjà des problèmes. Avant même d'exister véritablement, voilà qu'il menace la sécurité de tous nos systèmes informatiques. Heureusement, les spécialistes veillent au grain et se préparent déjà à cette menace avec ce qu'on appelle la sécurité post-quantique. On en parle tout de suite. Bonjour Philippe Duluc. Bonjour. Vous êtes CTO de Big Data et Security chez Eviden, qui est une division du groupe Atos. En gros, vous êtes spécialiste de la sécurité et notamment de la sécurité quantique, d'informatique quantique. Le quantique, c'est un mot qui fait rêver un peu depuis quelque temps déjà, même si franchement, la plupart des gens ne savent pas vraiment ce qui se cache derrière ce terme un peu mystérieux. Alors, on va essayer de voir avec vous, pourquoi dites-vous chez Eviden que le quantique, ça pose des questions de pouvoir et même d'enjeux géopolitiques? Alors c'est vrai qu'il y a une utilisation, une application du calcul quantique, c'est l'application à la sécurité, à la cybersécurité. On sait qu'il existe, depuis les années 90, un algorithme qui permet de factoriser, c'est-à-dire j'ai un produit de 2 nombres premiers, je ne connais que le produit, trouver les 2 nombres premiers, c'est un problème qui est très compliqué, qui est exponentiel en complexité. Et il se trouve que certains algorithmes cryptographiques, qu'on appelle asymétriques, reposent justement sur la difficulté à factoriser. Or, ce qui a été trouvé dans les années 90, c'est un algorithme quantique qui permettait de factoriser un produit de nombres premiers en un temps extrêmement court, qu'on appellerait polynomial, par rapport à un temps exponentiel. Et ça, c'est une menace très très forte. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, on va dire. Non, c'est une très mauvaise nouvelle, puisque aujourd'hui, quand vous êtes sur Internet, le commerce électronique, on échange des informations chiffrées entre personnes qui se sont jamais rencontrées, qui se connaissent pas. C'est le propre de la cryptographie asymétrique. Ça ne sera plus possible dès lors qu'on trouvera des ordinateurs quantiques suffisamment puissants pour faire tourner cet algorithme quantique. Heureusement, donc effectivement, c'est une très mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, les machines pour décrypter les algorithmes qui sont utilisés aujourd'hui par les banques, en commerce électronique, etc.,
une telle machine aujourd'hui n'est absolument pas disponible. Il faudrait des milliers de qubits, alors qu'aujourd'hui on en est à quelques dizaines tout au plus. C'est pour ça qu'on a inventé les algorithmes post-quantiques. Les algorithmes post-quantiques, ce sont des algorithmes classiques qui tournent sur des ordinateurs classiques, mais qu'on a développés spécifiquement pour résister aux attaques quantiques, à cette attaque de factorisation dont je vous ai parlé, qui s'appelle l'attaque de Shor, l'algorithme de Shor. Eh bien, il y a déjà, ça a été lancé par la communauté internationale de cryptologues, ça a été lancé par l'organisme de normalisation américain, le NIST, qui a lancé un appel il y a déjà plusieurs années et qui a bien avancé et qui a vu sortir l'année dernière 4 algorithmes de chiffrement post-quantiques, voilà, dont la communauté internationale de cryptologues a démontré qu'ils sauraient résister aux attaques quantiques. Voilà. Donc ces 4 algorithmes, aujourd'hui, le sujet, c'est d'implémenter ces algorithmes dans nos équipements de manière à, vous voyez, que cette absence de certitude, on a quand même pris un devoir de précaution, on s'est dit, voilà, c'est très peu possible, peut-être que la probabilité elle est de 0,00001, mais elle n'est pas de 0, donc devoir de précaution, parce que notre sécurité, nos algorithmes de sécurité, ils protègent les secrets d'État, ils protègent la dissuasion nucléaire, ils protègent le chiffre diplomatique, nos plus grands secrets. On ne peut pas prendre de risques avec cela. C'est pour ça qu'on a lancé ces algorithmes post-quantiques. Et pourquoi est-ce important de le faire dès maintenant, puisque vous dites les machines capables de déchiffrer ces secrets d'État n'existent pas encore? Oui, c'est une très bonne question dont j'ai pu débattre avec certains spécialistes, notamment américains. On aurait pu se dire, par exemple, le président américain a signé une directive l'année dernière, une loi pour pousser les feux, pour accélérer la passation aux algorithmes post-quantiques. Donc on aurait pu se dire, peut-être qu'il a une information, etc. Mais quand on creuse, on se rend compte que la principale raison, c'est que c'est très très long de migrer au post-quantique. Parce qu'aujourd'hui, c'est très très long parce que ces algorithmes cryptographiques asymétriques, on les retrouve dans des certificats. Et ces certificats, il y en a partout dans nos systèmes d'information. Donc, pour passer au post-quantique, il faut déjà les trouver, il faut les analyser, et franchement, il y en a partout. Vous savez, en informatique, on a de l'open source, on a des couches, on a des sous-traitants, on a des librairies qu'on utilise, etc. Et bien, il faut les pêcher à tous les niveaux. Il faut aller chercher ces certificats, ces endroits qui utilisent de la cryptographie asymétrique qui est fragile par rapport au quantique. Ah ouais, c'est-à-dire que c'est comme, je prends une image, c'est comme si on avait, je sais pas, une maison et puis on essaye de détecter tous les points de fuite dans tous les recoins. C'est une très bonne remarque. Voilà, tous les points de les fuites microscopiques, voilà, il faut les chercher partout dans la maison. Alors pour ça, il y a des méthodes. Il y a des gens qui ont automatisé. Il y a des logiciels qui permettent d'automatiser cette recherche, etc. Et une fois que vous avez trouvé tous ces éléments, après il faut les analyser parce que vous en avez peut-être des milliers. Et ces milliers-là, peut-être on n'a pas besoin de tous les remplacer parce qu'il y en a certains, c'est pas grave. Il y en a d'autres, c'est pas le sujet, etc. Donc il faut ensuite une analyse. Et une fois qu'on a fait l'analyse, c'est une analyse de risque en fait. Et une fois qu'on a fait cette analyse, on remplace les certificats qu'il faut remplacer par des nouveaux certificats post-quantiques. Et ça, quand on discute avec les spécialistes, les gens nous disent ça, c'est une affaire de 10-15 ans. 10-15 ans. Donc c'est pour ça, comme ça dure. Vous voyez, aujourd'hui, on pense que ça n'existe pas, même si la probabilité n'est pas nulle. Qui sait dans 10-15 ans où on sera, peut-être que dans 10-15 ans, les choses pourraient s'accélérer, peut-être qu'un chercheur va trouver une idée brillante, tout le monde va l'utiliser, puis en quelques années, boum, le risque va devenir peut-être plus probable. Ouais. Comme il faut 15 ans pour mettre en post-quantique un système d'information, c'est pour ça que on recommande de commencer maintenant. Alors, j'imagine que vous recommandez essentiellement aux entreprises sensibles, on va dire, entre guillemets. C'est quoi ? C'est la défense, c'est les banques, c'est les grands groupes industriels, etc. Toutes les entreprises ont des secrets. Enfin, imaginez que les attaques quantiques, elles tombent dans les mains de mafias, etc. Ensuite, ils s'attaqueront à tout le monde. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec les pauvres hôpitaux qui reçoivent des rançongiciels, etc. Non, tout le monde devra passer au post-quantique. Ouais. Alors évidemment, en priorité, ceux que vous avez cités, la défense, les banques, etc. Mais tout le monde, parce qu'il ne faut pas prêter le flanc à des fragilités
que pourraient exploiter des mafias ou des réseaux criminels. Mais est-ce qu'une PME, TPE doit se soucier de protection post-quantique aujourd'hui ? Il faut qu'on le fasse pour elle. C'est le rôle un petit peu des entreprises qui vendent de la sécurité ou des agences de sécurité comme l'ANSSI en France, etc. Effectivement, il faut favoriser l'accès des petites sociétés à ce genre de technologie le moment venu. Alors, bien entendu, vous avez raison, ça ne va pas arriver en même temps que le ministère de la Défense ou en même temps que le CEA, mais ça devra arriver un jour. Et on sait que, je reprends l'exemple des PME, TPE, etc. Beaucoup de choses se passent sur Internet aujourd'hui. Est-ce qu'Internet est menacé ? Parce qu'en fait, c'est ça, c'est le réseau lui-même. La cryptographie asymétrique, elle permet de sécuriser les communications sur Internet. Pour que quelqu'un puisse parler à quelqu'un d'autre, par exemple ce qu'on appelle les certificats SSL, etc. Tout ça repose sur la cryptographie asymétrique qui pourrait être attaquée par le quantique. Donc les fondamentaux d'Internet, vraiment, pourraient être complètement remis en cause par les attaques quantiques. Alors heureusement qu'on a cette stratégie de post-quantique qu'on met en place, parce que ça permettra de sécuriser Internet. Écoutez, c'est vertigineux. Merci beaucoup Philippe Duluc, CTO Big Data et Security chez Eviden, division du groupe Atos. On peut aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, générer du texte, des articles, des images et même des chansons. Mais tout cela n'est pas sans poser certains problèmes, car d'où viennent les données qui ont permis à ces super IA de s'entraîner ? Et que peut-on faire des créations qui sortent de ces cerveaux artificiels ? Les réponses à ces questions sont juridiques. Bonjour Clara Viguier. Bonjour Jérôme. Vous êtes avocate, experte en propriété intellectuelle et notamment dans le domaine du numérique. En quoi l'intelligence artificielle pose-t-elle un problème de droit d'auteur ? En matière d'intelligence artificielle, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des interrogations qui peuvent se poser en matière de droit d'auteur sur deux plans. Au regard de toutes les données qui sont intégrées, on va dire, par l'outil d'intelligence artificielle pour faire travailler, entre guillemets, la machine, à savoir que l'outil d'intelligence artificielle se fonde sur des données qui peuvent potentiellement porter sur des créations qui sont protégées par un droit d'auteur, à savoir des contenus, du texte, des vidéos, des photos, des images, etc. Oui, en fait, des articles de journaux, des contenus de blog, des choses comme ça. C'est exactement ça. Qui servent à entraîner les modèles. C'est exactement ça. Donc, à savoir, est-ce que finalement, ils peuvent entraîner leur modèle sur le fondement de contenus protégés par un droit d'auteur sans l'autorisation préalable des ayants droit, donc des titulaires du droit d'auteur. Ça, c'est le premier point. Et le second point, c'est quant aux œuvres à tous les contenus qui sont générés par le biais des intelligences artificielles et savoir si ces contenus qui sont générés uniquement par une machine peuvent être éventuellement protégés par un droit d'auteur. Et donc, dans quelle mesure, finalement, on a le droit de les exploiter, on peut les revendre, et notamment, je parle dans le secteur, par exemple, de la création, lorsque l'on est un créateur et que l'on fait appel, justement, à ces outils d'intelligence artificielle, est-ce qu'on peut se prévaloir de droits d'auteur sur toutes ces créations, donc images, photos, films vidéo, musique, etc., qui sont générés par le biais de l'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment les deux points d'interrogation à ce stade qui sont liés à l'usage, on va dire, de cet outil et aux problématiques en matière de droit d'auteur. Alors, si on les prend l'un après l'autre, ces deux aspects, donc d'abord, en ce qui concerne l'entraînement des modèles à partir des contenus qui existent déjà. Il y a une affaire qui est en train de faire beaucoup de bruit aux États-Unis. C'est le New York Times qui a attaqué OpenAI, la maison mère de ChatGPT, en l'accusant d'avoir pompé ses articles, en fait, pour rendre son modèle intelligent. Est-ce que c'est légitime ? Est-ce que effectivement il y a un problème juridique qui se pose ? Est-ce que le même type de problème pourrait se poser chez nous en France et en Europe ?
Alors effectivement, oui, le même type de problème pourrait se poser chez nous. Ce qu'il faut savoir, c'est que d'un point de vue juridique, on est chacun soumis à notre propre législation. Donc la législation aux États-Unis n'est pas la même que la législation en France, qui est soumise notamment aux droits de l'Union européenne. Il existe en France et même en Europe la notion de fouille de texte. La notion de fouille de texte, c'est quoi ? C'est une exception légale en matière de droit d'auteur qui autorise finalement toute entité à pouvoir faire de la fouille de texte. Donc c'est de la fouille de données, même pour quelle que soit la finalité, donc même dans le cas d'une finalité commerciale, sous réserve que les titulaires de droit ne s'y opposent pas fermement. Donc, c'est sous réserve finalement qu'il n'y ait pas une sorte d'opt-out qui soit mise en place par les titulaires de droit. Donc là, à ce stade, d'ores et déjà, il existe beaucoup de créateurs, de sociétés, même des sociétés de gestion collective, qui ont fait valoir leur volonté expresse de s'opposer par le biais de cette notion d'opt-out à ce que tous ces contenus protégés par des droits d'auteur soient réutilisés par ces outils donc d'intelligence artificielle. Alors, deuxième aspect, Clara Viguier, si par exemple je suis un artiste et j'utilise Midjourney ou DALL-E pour faire des œuvres, on va dire plutôt des images, mais on peut le faire aussi avec des textes, est-ce que je peux protéger ces œuvres pour éviter qu'on me les pique en fait ? Alors, en matière de droit français, et puis même en matière de droit français, en droit d'auteur, les œuvres ne font pas l'objet de dépôt. Donc, par définition, elles sont protégées à compter de leur divulgation sur un support tangible, sous réserve d'être originales. Cette notion d'originalité, c'est la notion essentielle en matière de droit d'auteur. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de réaliser du contenu pour qu'il soit nécessairement protégé. Et il faut être à même de démontrer que on a effectué des choix créatifs qui nous sont propres, qui témoignent finalement de notre vision et de démontrer que cette œuvre porte l'empreinte de la personnalité de son auteur. Alors, aux États-Unis, typiquement, ils ont refusé de considérer qu'une œuvre qui avait été uniquement générée par de l'intelligence artificielle était protégée par un droit d'auteur. Pourquoi ? Parce que, alors même que les prompts qui étaient réalisés par l'auteur ou l'utilisateur allaient à un détail tel qu'ils étaient extrêmement définis, etc., finalement, la création qui était générée par l'intelligence artificielle n'était que le fruit du hasard. Donc ça, c'est quelque chose à avoir à l'esprit, notamment quand on est créateur, notamment lorsque c'est l'essence même de notre travail et que l'on revend par la suite nos créations, par exemple, à un client, de savoir que de facto, on a les créations que l'on vend à notre client, si jamais elles ont été uniquement générées par de l'IA et qu'on n'a pas réalisé de démarches complémentaires par la suite, ces créations ne sont pas protégées par un droit d'auteur. Donc, ça veut dire que notre client, si un jour il est victime de contrefaçon, il ne pourra pas agir en contrefaçon, typiquement. Merci beaucoup, Clara Viguier. Je rappelle que vous êtes avocate et experte en propriété intellectuelle. Merci. Merci, Jérôme. Et retrouvez cette interview en version intégrale, beaucoup plus détaillée, dans l'épisode de Monde Numérique du 13 mars 2024. C'est la fin de cet épisode de Monde Numérique l'Hebdo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, évidemment. Et puis d'ici là, comme d'habitude, les interviews en version intégrale, en épisodes séparés, toujours sur le fil du podcast Monde Numérique. C'est très simple, il suffit de rester abonné à ce podcast. N'hésitez pas à parler de ce podcast à vos amis, incitez-les à s'abonner également sur la plateforme de leur choix. Monde Numérique est disponible sur toutes les plateformes de podcast et également sur YouTube. Vous pouvez laisser des commentaires. Merci encore aux messages postés récemment et puis surtout les petites étoiles, très important les petites étoiles pour la visibilité de ce podcast qui est plutôt bien placé puisqu'on fait partie du top 3 dans la catégorie actu technologique sur Apple Podcast, mais on peut toujours faire mieux. Voilà, merci encore de votre fidélité, je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine pleine de tech, salut.